Moi, le monde imaginaire, c'est lui qui m'a découvert. Parce que, étant enfant, j'étais quelqu'un de très solitaire. Donc, quand on est solitaire, on invente. Enfant, j'ai baigné dans une atmosphère où il n'y avait peut-être pas d'histoire qu'on me racontait, parce que j'étais tout petit, mais c'était des histoires qui imprégnaient le paysage. Les premières promenades, j'ai senti cette atmosphère verte, immense, étrange, avec des lueurs, des lumières. Mes parents ont dû déménager et je me suis retrouvé orphelin d'une forêt. J'ai transposé cette forêt lointaine où je me suis réinventé des légendes, des contes, toute une mythologie. C'est toujours un voyage entre la réalité et l'imaginaire, l'intérieur et l'extérieur. Je pense que ça crée une forme d'équilibre. Quelque part, l'imaginaire, le merveilleux, a toujours été ma sauvegarde. On me racontait pas forcément des histoires, mais je les lisais et les relisais beaucoup. J'ai découvert quelque chose qui était enfoui quelque part ici et que personne ne voit, mais il est toujours là. Il suffit que je franchisse la commune de Campénéac et que j'arrive vers le château de Tressesson pour me sentir en Brocéliande et me sentir un peu autre, un peu différente. Ma grand-mère maternelle qui venait nous garder une journée complète en semaine, donc le fameux mercredi où on n'avait pas d'école. Elle était très attachée à ses racines bretonnes. Le soir, pour nous endormir, elle nous racontait donc des contes en français. La bête à cette tête, des choses comme ça. Des fées dans des roseaux. Enfin, c'était très, très chouette. J'ai une passion pour cette transmission orale. C'est pour moi la certitude que les gens, au même moment, entendent la même chose. La liberté de celui qui raconte est totale, comme la liberté d'imaginer pour celui qui écoute. C'est vraiment c'est un vrai modèle, je crois, le conte. Quelque part, on raconte quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui fait aussi partie de nous. Comme si chacun d'entre nous était dans l'histoire. Il faut vraiment laisser la liberté à l'autre de penser, d'imaginer, d'avoir ses propres émotions. Le conte n'appartient à personne. Il vole partout, il tombe là, il doit tomber, il sème un peu, puis après, hop, il repart. Mais on le retrouve changé, avec un petit truc en plus, un petit truc en moins. Et c'est jamais la même histoire. Et c'est pour ça qu'on leur demande toujours les mêmes histoires. Parce que ce n'est jamais la même histoire. Ils me lancent des ondes. Je vois dans leurs yeux comment ils ont été touchés. Je sais que leur âme a été émue. Je vois bien quand tout d'un coup un souffle est plus court, quand un œil se mouille, même quand un mouchoir sort. Donc je sais que là, ils me donnent. Et je ne peux compter que par ce qu'on me donne. Au signal du roi des cormorans. Une histoire réussie, une histoire proprement travaillée pour être dite en public, c'est une histoire qui appuie sur tes propres touches. On raconte toujours les gens, les petites gens. Et on peut reconnaître aussi des aspects de soi qu'on a du mal à voir, à reconnaître. Et puis de les découvrir là, ça permet de les dédramatiser pour soi. Et que ce qui est moralement insupportable pour nous est tout à fait supportable pour eux parce que c'est une autre logique, c'est un autre monde. C'est aussi quelquefois une leçon de comment apprendre à voir que l'autre est juste autrement. Ma grande sœur avait laissé chez nous ses livres de lecture, ses livres d'histoire, et c'était pratiquement les seuls livres que j'avais avec les illustrés. Je voyais Charlemagne, pour moi c'était le roi Arthur. Bayard sur le pont du Garigliano, c'était Lancelot, où je me racontais des histoires.
Ce qui fait que quand tu arrivais à l'école, tu avais oublié tes leçons, tu étais déjà avec les pirates, tu étais déjà avec Peter Pan. Et j'ai dû penser qu'il fallait une école buissonnière, la littérature. Cette littérature du fantastique, du merveilleux, nous tire vers le haut. Donc j'ai choisi. Et pour moi, le livre a été extrêmement important. Et la bande dessinée aussi, qui était aussi une culture rebelle. Il y a toujours chez moi eu cette volonté, cette motivation vers un ailleurs, vers un autre monde justement à travers les livres, à travers une inspiration musicale, picturale. Et j'ai commencé à écrire et les mots ont pris une énorme importance pour moi. Oh, moi j'ai un petit faible pour Merlin. Il est faible lui aussi. Il regarde le monde différemment de tout le monde. Quelqu'un de sage, une grande barbe, une canne. Merlin. J'aime bien Merlin, mais je n'aime pas la façon dont il est représenté. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'un jour, je me mettrai à le représenter tel que moi. Je le vois. Un personnage que j'aime beaucoup, c'est le loup-garou. La femme loup-garou, évidemment. Étonnamment, dans les légendes d'Ardenne, le loup-garou n'est pas toujours une créature maléfique. Parfois, c'est simplement un personnage qu'on redoute de rencontrer la nuit, mais il permet parfois de remettre les personnes perdues sur le bon chemin. Mais ils ont tous des revers, hein. C'est-à-dire ils ont un envers, un endroit. On peut ressentir même une certaine tendresse envers un monstre, et moi je préfère ce rapport-là. Ben, c'est le diable. Ici, il est plus raffiné, il met des gants, il s'habille bien, il est très aimable et il n'oblige jamais. Il propose à l'humain, et l'humain, parce qu'il ne sait pas pourquoi, l'humain, il est comme ça, il veut toujours avoir plus qu'il n'a, il accepte. Et si tu acceptes de jouer avec le diable, normalement tu perds. Pour moi, le personnage universel, connu de tous, su de tous, craint de tous, angoisse totale, c'est la mort, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a après, même si l'on est croyant, mais quand même, la mort fait peur. Faut savoir l'attendre, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est ça? Et donc, est-ce que les artistes qui essaient de représenter la mort sont empreints de cette espèce de charge? Alors, il faut vraiment, vraiment profiter de chaque seconde, chaque minute, chaque instant de sa vie. Parce qu'à un moment donné, la lumière s'éteint. Il y a toujours des morales derrière ces légendes. C'est un petit peu enrobé avec des choses magiques pour nous donner envie. J'y crois quand j'écoute une histoire, je suis à fond dedans. Donc, Il est nécessaire de réenchanter en quelque sorte le monde. C'est le grand mérite des artistes, des écrivains ou des chercheurs en tradition. Le monde est assez gris, un gris flou. Et je trouve que les petites taches de couleur que chaque artiste ici est capable de faire pour dire non, le monde n'est pas véritable gris. Ça va être dit autrement, mais ça raconte quand même des choses similaires, quoi. Qui est comment les hommes ont essayé d'expliquer le monde et de gérer leur peur. Les mythologies, les religions, contes et légendes me passionnent parce qu'ils expliquent comment l'homme apprivoise le monde. Et l'infinie capacité qu'a l'homme de lire
le monde, de le transfigurer, de lui faire dire ce qui n'y est peut-être pas. Mais une fois qu'il l'a vu dans le monde, ça existe.